J'avais 9 ans lorsque ma mère mourut. Une pleurésie l'emporta. Elle était jeune et très belle. Je l'aimais passionnément. Cet amour éperdu, inquiet, farouche, emplissait ma vie. La mort de ma mère faillit me tuer. Je restai plusieurs semaines en danger, brûlant de fièvre et délirant, coiffé de glace. Un jour pourtant, mes yeux cessèrent de plonger dans le monde des fantômes. Ils se rouvrirent à la réalité. J'aperçus, penché sur moi, le visage anxieux de mon père. Nous vécûmes durant plusieurs mois dans une étroite intimité, serrés l'un contre l'autre. La mémoire de maman régnait sur nous comme un charme funèbre et bien-aimé. Mon père m'adorait. Il faisait des prodiges de tendresse pour tâcher de remplacer auprès de moi celle qui n'était plus. Je sais d'ailleurs qu'à cette époque, ma santé lui donnait de cruelles inquiétudes. Les médecins avaient parlé d'une rechute possible qu'il fallait éviter à tout prix. Et sans doute mon père me chérissait-il non seulement de tout son immense amour paternel, mais encore de tous les regrets que lui laissait son malheur. J'étais, à ses yeux, un portrait de la mort, son image imparfaite mais sensible, quelque chose d'elle qui continuait. J'étais aussi l'incarnation présente d'une étreinte passée, un baiser fait chair et resté vivant. Loin de moi la pensée d'avilir le moins du monde, l'affection forcenée dont il m'enveloppait. Mais, en quelque sorte, je faisais partie des reliques qu'il conservait pieusement. Photographies, rubans, fleurs sèches et robes, triste musée commémoratif dont j'étais, pour lui, la pièce inestimable. Cependant, mon père n'avait pas 35 ans. Il était robuste et plein de fou. Son tempérament le portait à la joie, force à l'activité. Voyant ou croyant voir mon chagrin s'assoupir, il prêta l'oreille aux appels de la vie. Peu à peu, doucement et sans heurts, ainsi qu'on désenlace l'enfant qui dort enfin, il reprit ses habitudes et d'abord ses travaux. C'est alors que je découvris la main morte, qui de tous mes souvenirs d'enfance est à la fois le plus terrible et le plus merveilleux. Petit garçon vêtu de noir, maigre et rêveur, j'errais souvent à ma guise dans la maison silencieuse, mon imagination sans frein repeuplait de maternité. Je recherchais, avec une sombre frénésie, tout ce qui pouvait évoquer la présence illusoire de ma mère. Ainsi, trompant la surveillance distraite des bonnes, il arriva que je m'introduisis dans la chambre de mon père et que j'ouvris le tiroir aux reliques. Mon existence m'était inconnue. Une main blanche attira mon attention. Je me rappelle le bouleversement profond, le tumulte violent que je ressentis, à la vue de cette main coupée, blafarde, qui était celle de ma divine, de mon adorable maman. Je n'étais qu'un enfant. J'ignorais ce que c'est qu'un plâtre. Il m'était impossible de comprendre que mon père avait fait mouler sur le lit mortuaire la main de sa compagne. Cet objet mystérieux me glaça d'épouvante et de volupté. Une terreur étrange, incomparable, faisait battre mon cœur à grands coups. 1000 émotions diverses bousculaient ma pensée. J'aurais été fort incapable d'analyser ce chaos pathétique où je démêle à présent tout ce que peuvent engendrer dans un esprit impressionnable les idées enchevêtrées de cadavres, de mutilations, de revenants, de pièces anatomiques, de survie, de cimetières et d'au-delà. Longuement je considérais, sans y toucher, la chose sépulcrale, la chose de cercueil et de caveau, tout tant qu'elle fut là, chez nous, dans un tiroir, parmi des boucles blondes, des dentelles, des gants qu'elle avait épousés, dans ces parfums de femmes déjà tout altérés par des senteurs de vieillissement, vitrines et de poussière. Innocent que j'étais, sa lividité me semblait la couleur même de la mort, sinon la teinte des apparitions. Qu'était-ce que cela? Était-ce embaumé, préparé, pétrifié? Cela tenait-il du spectre? Non, je n'aurais pas touché cette main-là pour un empire. Et mon effroi se doublait confusément d'une poignante tristesse, celle d'appréhender le contact de ces doigts fuselés dont les caresses m'avaient ouvert pourtant le paradis des bonheurs enfantins. J'étais hypnotisé par cette ombre blanche et matérielle qui éternisait la main exsangue de ma douce maman. Enfin,
quelque alerte me fit quitter la chambre précipitamment. Mais, à dater de ce jour, il y eut dans la maison quelque chose de prodigieux. Il me sembla qu'un peu de ma mère était inhumée dans la chambre de mon père, ou plutôt que sa main, réfugiée là, lui survivait, d'une façon larvaire et inexplicable. Des peurs. Le soir, dans ma couchette, quand mon père s'était retiré, après m'avoir souhaité bonne nuit, des sueurs froides m'inondaient à la pensée de dormir si près de la main. Celui qui partageait avec elle la vérité des ténèbres me faisait l'effet d'un héros. Faut-il que l'horreur de la mort soit puissante pour transformer en épouvantail ce qui fut l'extase de nos sens? Jamais plus je ne retrouvais l'audace de rouvrir le tiroir tombal, communiquait avec le pays des trépassés. Mais souvent, j'allais jusqu'à la porte de la chambre, et sans oser même l'entrebâiller, j'écoutais le silence indéfiniment, dans l'espoir terrifié de percevoir, par-delà cette porte, quelque frislis d'outre-tombe, comme celui d'une araignée livide et monstrueuse en marche vers l'épouvante des petits-enfants. Maman m'avait tant aimé. Pouvait-elle ne pas venir à moi? S'il restait d'elle, quoi que ce fût, puis venir vers quelqu'un? 18 mois s'écoulèrent. Mon père était redevenu un homme parmi les hommes. Ses amis avaient reparu. La maison s'animait de leurs visites parfois bruyantes. Le salon cessa d'être un lieu désolé. De loin en loin, mon père invitait à dîner quelques intimes. Il eut un vêtement rayé. Je me rappelle la première cravate de couleur qu'il remit. Je me rappelle surtout l'après-midi lourde de silence. Quelqu'un, en attendant sa rentrée, prit la liberté d'ouvrir le piano et de jouer. J'étais au 3e étage, dans la salle d'études courbée sur un devoir. Le calme avait tant d'ampleur qu'il semblait être une espèce de nuit sans obscurité. Je n'entendais que ma plume grincer. Et voilà qu'une phrase musicale monta vers moi à travers la solitude des chambres. Le piano de maman. Résonnait-il seulement dans mon cerveau? N'était-ce là qu'un souvenir hallucinant? Mais tout de suite je pensais, Lama? Et je me figurais avec un luxe inouï d'invention terrifique, ce que j'eusse sans doute aperçu, caché par exemple, derrière un rideau. Le piano, le tabouret vide et la main agile courant sur le clavier. Cela ne dura que le temps d'en frissonner. La musique affolante se tut soudain. On ferma des portes en bas. La voix de mon père m'appela. Je le trouvais dans l'escalier, qu'il montait à grandes enjambées, ayant encore la canne sous le bras et le chapeau sur la tête. Il y avait dans ses yeux une inquiétude que je connaissais bien. Il me regarda vivement, toute sa tendresse, et sourit en me voyant sourire. Me voilà petit, ça va? Je te reverrai tout à l'heure. Je suis au salon avec Monsieur B, aucune allusion au piano. Il n'était pas de précaution que mon père ne prit pour m'épargner l'ombre d'un émoi, d'une frayeur, d'un malaise quelconque. C'est pourquoi je ne savais pas qu'il sortit le soir, de temps en temps, pour aller au théâtre, et même chez des amis où l'on dansait. Il eut craint de raviver ma grande peine, en me montrant que les plaisirs l'avaient reconquis, et qu'il pouvait les goûter sans ma mère. J'étais si farouche. Avec quelle sauvagerie je repoussais toutes les tentatives qu'il faisait pour me procurer les joies de mon âge. Un soir, cependant, j'eus l'intuition qu'il allait sortir. Cela se devinait. J'étais couché. Il vint, comme d'habitude, m'embrasser. Mais il ne m'embrassa point comme tous les jours. Les baisers furent plus longs, plus appuyés. Il ne pouvait rejeter ce maintien, si indescriptible et si vague, d'un homme qui va s'en aller et que cela trouble. Vous sortez, papa? Il perdit encore un peu de son assurance, mais mon père exécrait le mensonge, et il me répondit affirmativement. Où allez-vous? Chez Madame de F. C'est un bal? Oui, dit mon père d'une voix anxieuse avec un regard implorant. Vous rentrez tard? Mais non. Et, brusquant son départ. Bonsoir, petit. À demain. Dors vite. S'il m'avait embrassé une dernière fois, il ne serait pas parti. Il aurait bien vu qu'il ne fallait pas partir. Mon front moite, mes mains froides le lui auraient fait comprendre.
mais il eût attribué cette fièvre au chagrin plutôt qu'à la peur. Il ignorait ma découverte macabre, et ne se serait jamais douté que, si je tremblais de tous mes membres, c'était à penser que les domestiques couchaient dans les mansardes, et que bientôt je serais tout seul, quelques pas de la main morte. Oh, quelle transe, quelle agonie! Mais ne dit-on pas que les extrêmes se touchent? Et si je ne prononce pas le mot désir, comment rendrais-je les affres singulières dont je frémissais? Ici, toutefois, ma mémoire s'embrume. J'ai beau la solliciter, il m'est impossible de retrouver quelles furent mes sensations après que mon père m'eut quitté, allé s'habiller. On peut supposer que la tension de mes nerfs provoqua une sorte d'engourdissement. Toujours est-il que je n'entendis pas se clore la porte de la rue, bien que toute mon attention fût dirigée dans ce sens. J'ai dû m'assoupir et tout à coup secouer ma torpeur, sans savoir pourquoi ni comment. Peut-être le murmure d'une approche insolite peut-il frapper mon oreille. Je revois ma chambre à demi éclairée par une veilleuse, les meubles avec leur ombre embusquée derrière eux, les portières de tapisserie reculées dans le clair-obscur incertain. Un léger bruit, nettement réel, me dressa, rigide, les yeux braqués dans la direction de l'alarme. La main blanche m'apparut. Elle agrippait une portière, assez haut, y tournant lentement autour de la bordure, en agitant les doigts. Pareil, en un mot, à cette araignée de cauchemar, humaine et blafarde, que j'avais conçue. De jeter les bras en avant pour la repousser et pour l'attirer tout ensemble, grelottant d'épouvante et d'amour. Un cri atroce m'échappa. « Maman !» Puis je répétai beaucoup plus bas. « Maman !» Mais il y avait 3 semaines que la main morte était venue me trouver dans ma chambre. Entre mes 2 cris, 21 jours avaient passé sur mon inconscient. Pour la seconde fois, la méningite me faisait grâce. Certains chocs furent si violents qu'ils laissent en pleine âme une trace ineffaçable. Même dans l'âge mûr, le souvenir en surgit de toutes pièces, et nous les rend telles quelles, avec leur vigueur primitive. L'image de la main morte agrippée à la portière demeure intacte au cœur de mes rêves. L'explication du mystère est rangée dans un autre compartiment de ma mémoire. Peut-être aussi nous répugne-t-il d'éteindre, sur un fait, la magique phosphorescence qu'une illusion lui a prêtée. Je veux en venir à ceci. Qu'il m'arrive d'oublier à dessein les éclaircissements que mon père me donna, lorsque je lui contais le drame et lui avouais ma frayeur. S'il n'avait pu dissimuler son agitation ce soir-là, c'est que le bal de Madame de F était un bal costumé. Qu'en s'y rendant, mon père rompait, sans qu'on en pût douter, avec tout un passé de constance. Retiré dans son appartement, il s'était grimé et déguisé. Mais, sur le point de partir, il avait cédé au besoin de me voir endormi. Et, à pas de loup, retenant son souffle, cachant sous un manteau noir sa souquenille de soie blanche, un grand Pierrot, plein de sollicitude, s'était approché de ma chambre. Il avait écarté la portière d'une main attentive et tout enfarinée. C'est cette main lunaire, coupée au poignet par la manche noire, qui m'était apparue dans les ombres de ma terreur. J'avais crié. Mon père, me dit-il, s'élança. Je ne distinguais déjà plus rien. Retranché du monde sensible, je venais de plonger dans un royaume obscur, dont nul ne saurait dire s'il est celui des morts et si les mers que nous pleurons n'y bercent, pour un temps, nos âmes douloureuses.